Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Transnistrie, c'est un peu comme si le temps s'était fixé à l'époque soviétique. Cette étroite bande de terre coincée entre l'Ukraine et la République de Moldavie, dont elle fait officiellement partie, est peuplée d'une majorité de russophones et d'une minorité de roumanophones. Lorsque l'URSS se disloque en décembre 1991, la Transnistrie déclare son indépendance. S'ensuit un conflit entre les forces moldaves et transnistriennes, soutenues par l'armée russe. La guerre prend fin en 1992 avec un cessez-le-feu signé à Moscou. Il est alors question que la Moldavie attribue un statut spécial à la Transnistrie. Mais après 25 ans de discussion, aucune solution concrète n'a émergé. Doté de son propre gouvernement, d'une armée et d'une monnaie, le territoire vit une indépendance de fait, à défaut d'être reconnu par la communauté internationale. Même la Russie, son allié de toujours, ne reconnaît pas l'État de Transnistrie, qu'elle considère comme un avant-poste aux marges de l'Occident. Le reportage de Yonnet Schultz, Pierre Lascar et Vincent Roux. Au bord du Dniestre, le village moldave de Kocher se trouve aujourd'hui sur la frontière avec la Transnistrie. Il y a 25 ans, il était en première ligne du conflit. Andrei Agatiev se souvient encore des combats qui l'ont opposé aux séparatistes transnistriens. On est à côté de l'école du village. Et là-bas, vous voyez derrière nous, c'est l'unité militaire d'où a commencé le conflit en 92. Le 2 mars, plus précisément. Alors que l'URSS se disloque, Andrei prend les armes pour lutter contre les séparatistes soutenus par l'armée russe. Juste ici, il y avait un canon anti-tank avec 7 soldats. Ils ont tous été tués. 5 mois de combats qui ont fait quelques centaines de morts et figé la nouvelle ligne de démarcation aux portes du village. Mais aujourd'hui, les esprits sont loin d'être apaisés. Andrei et son ami Petru ne peuvent plus accéder à leur terre située en Transnistrie, juste de l'autre côté de cette route qui matérialise la frontière. Kocher, c'est par là-bas, derrière nous, à 6 km. Et là, ici, la route, là, c'est le tracé de la frontière. De l'autre côté, ce sont nos terrains. Pour Andrei, les plaies sont encore à vif et le conflit peut ressurgir à n'importe quel instant. Comment ça peut être à eux si ce sont les terres de nos ancêtres? Cette terre est moldave depuis toujours. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont tous travaillé ici. Mais la Transnistrie, c'est quoi? Ils parlent en quelle langue? C'est pas un peuple, ça. C'est juste une formation faite par la Russie. Et ils nous ont pris nos terres, car eux, ils ont le pouvoir et une armée. Je suis furieux. Quand je viens ici, j'ai toujours peur d'être arrêté. Qu'on vienne me chercher des problèmes. C'est pas une vie, ça. Depuis la fin du conflit, rien n'a changé, ou presque. Figée dans son héritage soviétique, la Transnistrie continue de réclamer une reconnaissance internationale à laquelle s'oppose Chisinau, capitale moldave. La région indépendantiste apparaît plus que jamais ballottée entre l'Europe et la Russie. Ce soir, à la Maison de la Culture de Tiraspol, la capitale, c'est le refrain d'un temps qu'on pensait révolu. Yeah.
Ces étudiants, pourtant tous nés après la chute de l'URSS, ont pour référence l'époque soviétique et le monde russe, même s'ils sont convaincus que leur pays mérite son indépendance. Nous avons l'hymne, le drapeau, les armoiries. La Constitution, notre propre monnaie, les passeports aussi, nous avons tout. Nous avons les valeurs historiques qui viennent du temps de l'URSS. C'est l'unité de cette grande nation très diverse. Cet héritage, c'est ça le pouvoir de notre peuple, résister à toutes les circonstances. À en croire ces jeunes patriotes, vivre en Transnistrie, c'est comme partout ailleurs. Ils en oublient presque que pour voyager, ils sont obligés de se procurer un deuxième passeport, russe ou moldave en général. Même les institutions locales semblent s'être accommodées de la non-reconnaissance internationale, à en croire le chef des députés, Alexander Scherba. Il y a plein de formes de reconnaissance différentes, reconnaissance en droit ou bien de fait. On travaille avec des structures internationales qui nous voient comme des partenaires responsables dans les négociations. D'ailleurs, ce matin, il accueille une délégation de consultants allemands. On a eu un travailleur exemplaire, vous savez, Stakhanov. Dans sa mine, il a réussi à faire plusieurs plans quinquennaux. La référence peut faire sourire, mais ici, elle s'inscrit parfaitement dans le décor soviétique. Statue de Lénine, fossiles et marteaux, parlement encore appelé Soviet suprême. Pourtant, Alexander Scherba l'assure, ils ont tourné la page. Nous ne sommes bien sûr plus du tout communistes. Nous n'avons plus aucune idéologie inscrite dans la Constitution. Nous sommes un État laïque et démocratique, basé sur la liberté individuelle de chacun de nos citoyens et dont la souveraineté appartient au peuple. Un peuple qui en 2006 a voté à plus de 97% pour l'indépendance avec rattachement futur à la Fédération de Russie. Sans la Russie, la Transnistrie aurait du mal à survivre, militairement, mais aussi économiquement, puisque Moscou contribue aux retraites ou offre quasiment le gaz. Mais malgré cette assistance, l'économie de la région est à la peine. Bien, nous allons passer au vote. Qui est pour? Votez. Merci. Qui est contre? Aujourd'hui, on vote justement le budget, mais d'autres questions préoccupent les parlementaires. Les Moldaves sont en train d'installer dans la zone de sécurité de la frontière 4 nouveaux postes permanents autour de Dubassari. Et ça veut dire qu'on sera reconnu? Non, ça veut dire que c'est encore un moyen de nous bloquer. Le plus gros problème économique auquel doit faire face la République en ce moment, c'est l'impact des forces extérieures. Depuis 2006, nous faisons face à de nombreux blocages, par exemple à des sanctions bancaires. Et aussi pour les activités d'import-export pour les compagnies du pays, avec la mise en place de douanes par l'Ukraine et la Moldavie sur notre frontière Est. Des difficultés accentuées par la baisse des investissements et de l'assistance de la Russie, elle-même en crise. La Transnistrie, de plus en plus, s'ouvre donc à l'ouest. En plein cœur de la capitale, cette entreprise fabrique des vêtements, uniformes, sacs de couchage et autres textiles qu'elle exporte à près de 90% en Europe. On est en train de charger ce camion. Il va partir en Autriche là. Bonjour, ça va bien? Pour le marché russe, ils ont mis en place ces derniers temps des programmes pour remplacer les produits importés. Et donc, ils donnent la priorité à leurs producteurs. Et nous, ils ne nous considèrent pas comme des producteurs russes. Alexander, ancien vice-premier ministre, est désormais à la tête de cette entreprise à 100% contrôlée par l'État.
Les exports de la Transnistrie vers l'Europe ont doublé ces dernières années, tendance encouragée par un accord de libre-échange avec l'UE. Barbour, Moncler, Carinthia, les plus grandes marques sous-traitent leur production à cette entreprise née en URSS. Благодаря тому, что предприятие работает уже на протяжении почти века. Grâce à notre expertise de plusieurs décennies, on a gagné notre autorité sur les marchés car nous produisons de la qualité. Mais il y a aussi le prix, bien sûr. Le salaire moyen, c'est 3 500 roubles locaux, soit 180 €. Sans oublier la proximité qui ferait presque de la soi-disant petite république la nouvelle Chine de l'Europe. Sur les étiquettes, pourtant, on lit Made in Moldova. Car en attendant que son pays soit reconnu, Alexandre, comme 2000 autres entrepreneurs transnistriens, a trouvé le subterfuge. Malheureusement pour vous et pour moi, ce n'est pas un secret que la Transnistrie n'est pas reconnue. Donc pour faire les documents pour la douane, toutes les entreprises transnistriennes qui veulent exporter en Europe sont enregistrées temporairement en Moldavie. C'est le double jeu de la Moldavie qui refuse toujours de reconnaître la Transnistrie mais en facilite le business. Chisinau, la capitale moldave, tente également de maintenir son influence ici en finançant les quelques écoles en langue roumaine, langue officielle de Moldavie. Lilia Kissin, professeure de littérature, profite d'une étude de poèmes pour interroger ses élèves. Toi, Mireille, comment tu te vois dans le futur ? J'aimerais bien terminer une université et trouver une profession qui me plaise. Tu as l'intention de revenir ici à Tiraspol à un moment donné ? Non, je crois pas. Non, mais pourquoi ? Tu ne penses pas que notre destin est entre nos mains ? Non, je pense pas que ça puisse marcher. Diplôme non reconnu, peu d'emplois, Mireille n'envisage pas son avenir en Transnistrie, à cause aussi de sa langue maternelle. La présence du roumain est difficilement tolérée ici. On n'a pas le droit à une opinion, on n'a pas vraiment la possibilité de s'exprimer, donc on ne peut pas s'épanouir ici. Par exemple, il y a quelques années, l'école a été attaquée, les fenêtres ont été cassées, ça a été difficile. Ils ne veulent pas nous voir ici. Dans cette école, on défend la conception d'une grande Roumanie unie qui inclurait la République de Moldavie, Transnistrie comprise. C'est la langue de notre peuple qui doit être parlée partout sur ce territoire. Un territoire qui, d'un point de vue historique, nous appartient à nous, au peuple roumain. Et si la langue vient à s'éteindre, c'est le peuple qui disparaîtra. Le discours ne plaît pas aux autorités. Intimidation, loyer exorbitant, blocage administratif. Galia se souvient de la dernière fois qu'elle a voulu rapporter des manuels scolaires. À la frontière, on les cachait. On tremblait dans le bus de l'école avec les autres profs. On cachait les livres, les brochures en roumain. Tout ça parce qu'ils ne nous laissent pas les amener comme on veut sur le territoire. Lilia vient de Moldavie, de l'autre côté du Dniestre. Elle est arrivée en 2009 à Tiraspol. Pour moi, c'est la rivière de mon enfance. On sautait, on nageait dedans. Et quand j'ai eu 15 ans environ, c'est devenu une frontière. Très vite, elle est frappée par la dureté du régime pour la population dans son ensemble. C'est douloureux, car pour moi nous sommes le même peuple, mais surtout parce que c'est difficile pour les gens ici. Par exemple, s'ils tentent de dire ce qu'ils pensent, ils peuvent être renvoyés de leur travail. Ou bien, je me souviens de tentatives de manifestations contre l'ancien président où les protestataires ont été arrêtés très rapidement.
Lilia loue 60 € un petit 2 pièces dans un faubourg de Tiraspol. Pour elle et son fils, elle voit peu de perspectives d'avenir dans la province séparatiste, tant la situation politique semble enlisée. Des deux côtés, ici et en Moldavie, ils trouvent leur intérêt à ce statu quo. Ça convient à tout le monde, car ici c'est une zone non contrôlée du point de vue politique, économique. Au-delà du dialogue entre Tiraspol et Chisinau, l'avenir de la Transnistrie continue de dépendre surtout du rapport de force entre la Russie et l'Occident. En attendant que les puissants se mettent d'accord, les rues de la capitale se vident. Ces 25 dernières années, le territoire a perdu le tiers de sa population. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, direction la Nouvelle-Calédonie. Cet archipel français du Pacifique doit se prononcer en novembre prochain sur son indépendance. Il y a 30 ans, les accords de Matignon puis de Nouéma ont ramené la paix dans ce territoire secoué par la revendication indépendantiste. Une revendication qui s'appuyait notamment sur les profondes inégalités qui existaient entre le peuple autochtone kanak et les Européens. Depuis 30 ans, une politique de rééquilibrage a été mise en place. Quel est son bilan? Élément de réponse avec ce reportage signé Jenny Briffa et Satu Vonelens. Bernie Tiavoine travaille à Koné, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, une province majoritairement kanak et indépendantiste. Il est ingénieur dans cette usine de classe mondiale. On est devant l'usine où on va récupérer le minerai qui est extrait de la mine. La mine de nickel, la principale richesse de l'archipel, qui en détient un tiers des réserves mondiales. Grâce à cette usine, ouverte il y a 4 ans, cette région, longtemps défavorisée, a connu un boom sans précédent. Bernie est là pour superviser la production de minerais. Et comment c'est bon? C'est quoi la température? 450. L'usine a embauché 900 personnes et créé 2500 emplois indirects. Ça a apporté beaucoup ici pour le Nord, parce que tout était focalisé sur le Sud. Avec l'usine du Nord aujourd'hui, maintenant, il y a du travail ici pour le Nord. Cette usine est un véritable symbole pour les Kanaks. Leurs parents et leurs leaders politiques se sont battus pour qu'elle sorte de terre. C'est une fierté pour moi, pouvoir continuer le travail des personnes qui nous ont précédés, qui ont travaillé fort pour que cette usine elle puisse être mise sur pied, qui ont travaillé fort pour que le rééquilibrage puisse avoir lieu. Le rééquilibrage, un concept qui a ramené la paix en Nouvelle-Calédonie. Car dans les années 80, l'archipel sombre dans une quasi-guerre civile. D'un côté, les Kanaks réclament leur indépendance. De l'autre, les Européens souhaitent rester français. Les accords de Matignon ramènent la paix avec un objectif, procéder à un rééquilibrage entre Nouméa au sud, qui concentre les Européens et les richesses, et le reste de l'île, peu développé et majoritairement kanak. La création de la fameuse usine du Nord soutenue par l'État sera le fer de lance du rééquilibrage. Aujourd'hui à Koné, le maire indépendantiste n'est pas peu fier de nous montrer les nouvelles infrastructures de sa ville. Donc les services bancaires, financiers, les stations-service. Des services de base mais qui n'existaient souvent pas il y a 30 ans. Exit les champs et la brousse. Et devant là, c'est l'université. Sous peu, un cinéma et même une prison seront implantés ici. Et voilà l'hôpital qui sera inauguré ce mois-ci pour la plus grande satisfaction des habitants. Il y a 30 ans, ils étaient obligés d'aller à Nouméa. Et tout le monde ne peut pas avoir les moyens, la possibilité d'aller à Nouméa. Donc parfois, ils restaient sur place. Et qu'il y a des gens qui ne se soignaient pas? Qui ne se soignaient pas. Donc le rééquilibrage, il est concret. Il n'y a plus d'inégalité géographique, sociale. Alors évidemment, quand on va au contact des habitants dans cette zone commerciale flambant neuve, il est bien difficile de trouver des mécontents. Félicitations pour votre coin parce qu'il est vraiment bien développé. Hein. Merci. Voilà. On a notre usine qui fait un peu que les gens ils viennent un petit peu partout s'installer à Koné. On est de métropole à la base et on est là depuis septembre 2016. Bon, on ne pensait pas qu'il y aurait tout ça. On n'imaginait pas ça il y a 20 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, on est content parce qu'on partage.
Et on essaye d'être ensemble, toutes les communautés, pour former une citoyenneté à nous. Mais si ce rééquilibrage nord-sud a fonctionné, la société calédonienne reste profondément inégalitaire. Direction le sud, à 4 heures de route de là, Nouméa, la capitale. Ici, les plages, les marinas et les appartements de luxe côtoient les cabanes des bidonvilles et les logements sociaux où vit une population à majorité océanienne, comme Nicole Mitride. Avec ses 1 300 € de salaire, cette femme de ménage n'aurait jamais pu louer un appartement dans le privé. Les loyers à Nouméa sont proches de ceux de Paris. Moi, tu ouvres le château. Nicole a bien du mal à joindre les deux bouts, comme tous ses voisins. La vie, elle est chère, madame, à Nouméa. Ça, c'est sûr, ça. C'est vrai. Comptez chaque fois. Ah oui, chaque fois. Un franc, c'est un franc. Pour Nicole aussi, les prix sont une obsession. C'est cher. 10 € pour ses 4 courses, et il y a aussi les charges fixes exorbitantes. Sa facture d'eau, 60 € par mois. La vie, elle est trop chère. Parce que moi, je comprends pas que... Moi, je suis d'accord qu'ils augmentent les prix, mais il faut qu'ils augmentent le salaire. C'est le salaire qui ne suit pas. Car le salaire minimum est 20% inférieur à celui de la métropole, alors que les prix sont en moyenne 35% plus élevés. Nous avons concocté un panier de courses calédonien pour Didier Guénan, une figure locale de la lutte contre la vie chère. Alors voilà, je vais découvrir les prix. Voilà notre petite tablette de chocolat à 8 €, alors qu'elle est autour de 2 € en métropole. 4 fois plus cher. Les petits yaourts, 4,50 € en Calédonie pour 1,50 € en France. C'est bien des choses que la grande majorité des Calédoniens ne peuvent plus s'offrir. La faute au monopole et à une économie peu transparente. La seule chose qui n'a pas été réformée, malgré toutes les demandes et les pressions qui sont faites, c'est l'économie calédonienne, qui est une économie de comptoir, qui est une économie qui nous vient de la colonisation. Ça n'a pas bougé. 30 ans après la signature des accords de Matignon, le bilan du rééquilibrage est donc mitigé. Les inégalités économiques continuent de se creuser, laissant craindre des secousses sociales à 6 mois du référendum sur l'indépendance de l'archipel. Une page d'histoire s'est tournée entre la France et l'Espagne. Après 40 ans de lutte armée qui a fait plus de 850 morts et 2600 blessés, l'organisation séparatiste basque ETA a annoncé le mois dernier sa dissolution. Un événement majeur, savamment mis en scène, qui ne contente pas tout le monde. La grande majorité des victimes et de leurs proches dénoncent une mascarade et réclament que la justice instruise toutes les affaires d'assassinat non résolues. Reportage de Mélina Huette, Rémi Cador et Constance Meyer. José Mari Mujica est l'un des 1630 Basques ayant perdu un parent dans la lutte armée de l'ETA. Son père, Fernando Mujica, était l'un des socialistes les plus influents du Pays basque. Voilà, c'est sa tombe. Le 6 février 1996, il est assassiné sous les yeux de son fils. Il marchait dans la rue et ils lui ont tiré une balle dans la nuque. Pourquoi ? Parce que c'est ça le terrorisme. Parce que le terrorisme consistait à liquider tous ceux qui combattaient ce projet totalitaire. Et mon père faisait partie de ces gens-là. 22 ans après les faits, l'ETA a adressé une lettre d'excuse partielle aux victimes de la lutte armée. Insuffisant pour cet avocat qui réclame des peines de prison à perpétuité. Et pour vous, il vaut quoi ce pardon ? Mais cette organisation n'a aucune valeur. Rien de ce que disent ces gens n'a de valeur. J'insiste, moi, tout ce qui m'importe, c'est l'objectif de la justice, de lutter contre l'impunité et l'objectif de la vérité. Une justice ferme, comme seule condition à un retour à la normale. Toutes les victimes ne partagent pas cette opinion. Dans cette exposition photo qui rappelle les lieux des attentats de l'ETA, Maïcha Bellassa, qui a rencontré en prison les assassins de son mari, prône une forme de pardon. Moi, je n'ai plus de haine, ni de peur. Ces personnes qui ont assassiné mon mari et qui m'ont demandé pardon, je préfère savoir que ces gens-là sont totalement dévastés.
Le poids qu'ils portent sur leurs épaules, personne ne leur enlèvera. Ni moi, en leur donnant mon pardon, ni même la réinsertion dans la société. Ça les suivra toute leur vie. Et donc ceux qui se repentent, il faut leur tendre la main. Sinon, on les perdra à jamais. La información en caliente pide paso en el inicio de esta edición porque hace poco más de media hora se ha registrado una explosión ante el cuartel de la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Vic. En 40 ans de lutte armée, l'ETA a été responsable de plus de 850 morts, 2600 blessés et 100 000 exilés. Malgré ces chiffres de la terreur, le discours au Pays Basque a parfois de quoi surprendre. Dans les bastions indépendantistes du vieux San Sebastián, on ne renie pas grand-chose de la lutte armée. 300 étaras sont toujours détenus dans les prisons françaises et espagnoles. Joséan est un militant indépendantiste. Il les considère comme des héros locaux. Là, ce sont 4 prisonniers politiques qui viennent du quartier. On les connaît tous. Et c'est une manière de se souvenir d'eux et de leur dire qu'on ne les oublie pas. Et lorsqu'on évoque la lutte armée, ou encore le pardon pour les victimes, la bataille devient sémantique. Il y a 2 parties dans ce conflit, et ça, personne ne peut le nier. Demander pardon aux victimes directes de ce conflit, ça n'a pas de sens. C'est la fin d'une époque. Chacun reconnaît ce qu'il a fait, mais demander pardon, ça voudrait dire s'agenouiller. Que je sache, le gouvernement espagnol, lui, ne s'est jamais excusé pour ses crimes pendant et après le franquisme. Dans une lettre publiée dans un journal basque en avril, l'ETA maintient ce double langage. Une lettre d'excuse, mais qui fait une différence entre victimes légitimes et collatérales. Inacceptable pour ceux qui ont souffert des actions de l'ETA. Nous retrouvons José Marie à San Sebastián, car le collectif des victimes du terrorisme, le COVITE, y donne une conférence pour protester contre ce qu'il nomme une mascarade. Ceci n'est pas la fin de l'ETA que l'on souhaitait. Ce que nous demandons, c'est d'abord qu'on éclaircisse la barbarie des 358 assassinats non élucidés, qu'on fasse le bilan de tout ce qui s'est passé parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien sur les 2500 blessés. On ne sait pas si on leur a rendu justice ou non. On ne connaît pas le fond de l'histoire. On ne sait rien des milliers et des milliers de personnes extorquées, menacées et de celles qui ont dû s'exiler. Pour les victimes, pas question de remettre les compteurs à zéro tant que la justice n'aura pas instruit toutes les affaires d'assassinat non résolues. Sans cela, et sans un effort de mémoire, il n'y aura pas de grand pardon, ni de vivre ensemble possible. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Depuis le 1er mai, la Chine expérimente un système de notation de sa population. Ce concept baptisé crédit social va permettre au Parti communiste de récompenser ceux considérés comme étant des bons citoyens et de punir ceux qui seraient mauvais ou malhonnêtes. Ce procédé est rendu possible grâce à une collecte de données gigantesque dans tous les domaines de la vie privée et publique de la population chinoise. Avant sa mise en place définitive en 2020, le crédit social est déjà à l'essai dans quelques villes chinoises. Antoine Védéier et Charlie Wang se sont rendus dans l'une des villes laboratoires de ce Big Brother grandeur nature. Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités. Ce n'est pas de la science-fiction. En Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle le crédit social. Voici notre tableau des modèles d'excellence. Moi, je suis le 2e. À Fulushan, depuis 1 an, tous les villageois sont notés. Il y a les bons citoyens qui œuvrent pour la communauté
et les mauvais, ceux qui par exemple laissent traîner leurs poubelles dehors. Chung Ke-jong, lui, figure sur le mur d'honneur grâce à un comportement exemplaire. La raison, c'est que j'aide à maintenir le village propre. Et j'aide aussi les gens à améliorer notre environnement. Et j'ai aussi aidé des habitants à s'enrichir. Je suis fier, mais c'est aussi beaucoup de pression parce que quand tu es sur ce mur, tu veux toujours être meilleur. Ce système de notation est en phase de test depuis 5 ans dans une trentaine de villes chinoises. Il doit s'étendre à l'ensemble du pays en 2020. Les bons citoyens bénéficieront de réductions sur leurs factures et obtiendront des prêts à la banque plus facilement. Les mauvais citoyens, eux, seront interdits d'acheter des billets de train ou d'avion. Pour le Parti communiste, ce système est surtout un moyen d'exclure ce qui contrarie l'harmonie de la société chinoise. En utilisant les moyens donnés par le crédit social, on va pouvoir établir une liste noire de personnes et créer ainsi un système de punition qui sera basé sur une théorie scientifique. Ces punitions vont servir de coup de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Notre société en a besoin. Entre Pékin et Shanghai, Zhongsheng a été en 2013 l'une des premières villes à mettre en place le crédit social. Dans les rues, les portraits des meilleurs citoyens s'affichent sur des posters, comme ce militaire. Il aurait sauvé 2 personnes de la noyade. Ce système de crédit social, il nous influence et surtout, il nous incite à ne pas avoir de mauvais comportements. Par exemple, quand on conduit, on laisse traverser les piétons. Et quand on fait la queue pour monter dans le bus, on ne double pas. Il paraît que ceux qui ont de bonnes notes ont souvent des réductions pour payer leurs factures d'eau ou d'autres genres de factures. C'est dans ce bâtiment que les fonctionnaires de Zhongsheng attribuent une note aux habitants. Nous avons pu pénétrer à l'intérieur et filmer discrètement ces quelques images. Ici, les agents collectent des données fournies par la police, les tribunaux, les impôts. Chaque habitant est ensuite noté de la lettre D pour les moins bons citoyens jusqu'au AAA. Et cela s'applique aussi aux entreprises. Cette dame vient d'obtenir la note maximale pour son cabinet d'architecte. C'est le dossier de notation de mon entreprise. J'en ai besoin pour répondre à des appels d'offres et ça prouve que ma compagnie est bien notée. Plus on a de A, plus la note est bonne et plus l'entreprise est fiable. On l'obtient par tous les moyens. Il ne faut pas que l'entreprise ait conduit d'actions illégales. Il faut qu'elle paie bien ses taxes. Récompenser les bons citoyens et punir les mauvais. Rujia, défenseur des droits de l'homme, figure déjà sur liste noire. Depuis 10 ans, il est privé de passeport. Ses déplacements sont limités. Pour lui, aucun doute, ce crédit social va permettre aux autorités de sanctionner encore plus facilement ceux qui ne prêtent pas allégeance au parti. En Chine, les gens qui vont perdre le plus de crédit sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le Parti communiste. Il ne faut pas critiquer la société ni le système actuel. Et il ne faut pas non plus dire du mal des hautes sphères du pouvoir et du dictateur. En fait, cette harmonie sociale voulue par le PC, soi-disant pour maintenir la stabilité de la société, sert uniquement à garantir le monopole de son pouvoir. Pour la population chinoise, déjà scrutée par 170 millions de caméras de surveillance à travers tout le pays, ce crédit social laisse planer le spectre d'un nouveau recul des libertés. Dans de nombreux pays, la prison est trop souvent synonyme de surpopulation carcérale, d'infrastructures vétustes, d'écoles du crime et de taux de récidive élevés. Pourtant, la réinsertion des prisonniers dans la société est systématiquement affichée comme l'objectif prioritaire du système carcéral. Et direction la Finlande, l'un des pays européens où le taux d'incarcération est le plus bas. Depuis des décennies, les autorités proposent à certains prisonniers, notamment ceux en fin de peine, une transition active vers la vie civile. Travail, interaction avec la communauté et prison ouverte. Reportage signé Christopher Moore avec Rebecca Martin. Suomenlinna, une destination prisée à quelques minutes de bateau seulement d'Helsinki. Ici, les ouvriers vêtus de jaune ne sont pas de quelconques employés municipaux, ce sont les détenus de la prison de Lille. Une présence qui peut surprendre. Ah, prison.
Si le crime qu'ils ont commis n'est pas trop grave, alors pourquoi pas? Peut-être que ça les aide à se sociabiliser, à s'ouvrir aux autres et préparer leur réintégration. Mais c'est vrai que c'est inhabituel. Pas en Finlande. La Scandinavie a instauré cette politique de désincarcération dans les années 60. Depuis, la présence de prisonniers dans les rues est monnaie courante. Bruno Guillard est gardien de prison à Kerava, au nord de la capitale. Là-bas, la plupart des détenus travaillent. Une partie, à peu près un tiers, travaille à l'extérieur pour l'Office national des forêts finlandais. Une partie des détenus travaille dans le civil, donc à condition d'avoir une autorisation pour ça. Et le reste des détenus travaillent ici dans la zone. Car sur le site de la prison, on peut même trouver une ferme. Comme la plupart des détenus, cet homme est considéré comme peu dangereux. Après plusieurs mois passés en cellule dans une prison classique, il consacre ses journées aux agneaux de la prison. Lui c'est Helmi, lui Arthur. Vous voyez, je les traite comme si c'était mes enfants. Arthur, Helmi, Carlitos et Gemma. Je les nourris pour qu'ils deviennent forts. Vous auriez imaginé faire cela en prison? Jamais, jamais. Et vous pensez qu'après votre passage ici, vous ne commettrez plus de crimes? C'est un bon système. Ici, on est bien traité. Ils font tout pour faire de vous quelqu'un de bien. Ils vous donnent votre chance. Certains détenus ont même le droit à 3 jours de congé tous les 2 mois. Mais cette méthode douce est-elle vraiment efficace contre la récidive? Tapio Lepisepal, responsable du département criminologie à l'université de Helsinki, en est convaincu. Il n'existe pas de garantie absolue, mais toutes nos études montrent que oui, cette méthode est plus efficace. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'approche finlandaise est meilleure? C'est lié au principe de normalité. Les prisons sont organisées de façon à être le plus semblable possible au monde extérieur. C'est cela qui rend la réintégration dans la société plus facile. Est-ce qu'aujourd'hui certains s'opposent à ce système? Non, ce système est en place depuis longtemps en Finlande. Donc personne ne voit cela comme quelque chose d'étrange. Retour à la prison de Kerava. Ce détenu américano-finlandais voit la fin de sa peine approcher, mais il peste contre les 2 années qu'il vient de perdre. Bon, ok, j'ai poignardé un mec, mais ce n'était pas parce que j'étais dingue, ce n'était pas gratuit. J'avais une bonne raison de le faire. Il m'a attaqué et donc je me suis défendu. Il affirme que la prison l'a transformé, mais il n'est pas convaincu de l'efficacité du système dans son ensemble. Ici, être incarcéré, ce n'est pas quelque chose qui fait vraiment peur. La plupart des prisonniers, ou du moins certains prisonniers, prennent ce système comme acquis. Ils viennent ici, font leur temps, puis ressortent et continuent leurs activités criminelles. Mais d'autres vont vivre des choses ici, vont participer à des activités qui vont leur permettre de ressortir transformés. Et une fois sortis, ils changeront leur vie. En fait, ça dépend des gens. Est-ce que vous préféreriez être en prison aux États-Unis? Eh bien ici, bien sûr. Alors ça, c'est la question la plus stupide qu'on m'ait jamais posée. La Finlande jouit d'un taux de criminalité et d'incarcération parmi les plus bas d'Europe. Elle sert aujourd'hui d'exemple pour tous les pays qui cherchent à réformer leur système carcéral. À l'exception du Vatican, c'est le seul pays au monde à interdire le divorce, les Philippines. Fin février, les députés de l'archipel ont adopté un projet de loi qui introduirait le divorce. Un vote historique, car jamais aucune proposition n'avait atteint ce stade. Le texte prévoit de légaliser le divorce en cas de violence conjugale, de différences irréconciliables entre conjoints ou encore par consentement mutuel. Mais dans le premier pays catholique d'Asie, la question du divorce continue de diviser. Au pays du divorce interdit, c'est un reportage signé Marianne Dardar et Stéphane Morel.
Manille, parvis de la cathédrale. Vilma et José sont venus visiter la basilique où ils prévoient de se dire oui avant Noël. Pour ce couple, pas question de se marier ailleurs. Plus de 80% des Philippins se déclarent catholiques. Nos deux familles sont très actives au sein de l'Église. Nous voulons nous marier devant Dieu pour qu'il bénisse notre union. La cathédrale de Manille est l'église la plus prisée pour les cérémonies. Dans l'archipel, plus de la moitié des couples optent pour un mariage religieux. Sur la première page, vous avez la liste des prérequis et sur la page suivante, l'ensemble du règlement de la cathédrale de Manille. Amis depuis l'enfance, Vilma et José ont décidé de sauter le pas seulement 4 mois après s'être déclarés leur flamme. D'après les 10 commandements de la Bible, c'est un péché de vivre ensemble sans être mariés. C'est pourquoi nous croyons... Nous croyons au sacrement du mariage. Oui, le mariage d'abord. Si, depuis plusieurs années, une majorité de Philippins se prononcent en faveur du divorce dans les sondages, jusqu'ici, toutes les propositions de loi se sont heurtées à l'opposition de l'Église catholique. Juste parce que le divorce est accepté partout dans le monde, sauf aux Philippines et au Vatican, ne signifie pas que nous devions forcément suivre le mouvement. Paradoxe, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, séparé de sa première femme, serait lui aussi contre le divorce. Nous sommes ravis que le lobby de l'Église catholique pèse sur les décisions du législateur, car cela signifie que l'Église se fait entendre et compte dans la société. À la tête d'une association pro-divorce, Cécile Hueco a passé 20 ans en couple, dont elle n'a gardé que de rares photos de famille. Battue par son conjoint, son mariage a failli lui coûter la vie. J'ai été victime de violences physiques. Mon mari menaçait tout le temps de me tuer. J'ai peur de vivre une nouvelle relation. Et si je tombe amoureuse, impossible de me remarier. Les gens me mépriseraient et me prendraient de haut, comme une femme adultère. Aux Philippines, pour mettre fin à son mariage, le seul moyen est de demander son annulation. Le motif le plus souvent invoqué est l'incapacité psychologique qui suppose de faire diagnostiquer son époux comme mentalement inapte. Les motifs sont très limités et l'incapacité psychologique n'est pas le plus facile à prouver. Dans cette affaire, par exemple, le rapport psychiatrique décrit le mari incriminé comme souffrant de troubles de la personnalité, accompagné d'une tendance narcissique et d'un comportement antisocial. Dans les cas les plus extrêmes, la procédure d'annulation peut prendre jusqu'à 10 ans, pour un coût minimum de 4 000 €. Hors de prix pour les plus modestes, sans compter les nombreuses arnaques de l'aveu de cet avocat spécialisé. Certains clients viennent me voir en disant « On m'a raconté qu'il est possible de faire annuler mon mariage sans comparaître au tribunal. » Évidemment, on leur répond que ça nous est impossible. Bien sûr, c'est gênant de savoir que de telles choses se produisent, parce que ça signifie qu'il y a de la corruption dans notre système judiciaire. Malgré la hausse constante du nombre d'annulations, près de 9 000 prononcées l'an dernier, vouloir mettre fin à son mariage reste mal perçu aux Philippines. Cécile Hueco accueille chez elle d'autres membres de son groupe pro-divorce afin de parler plus librement. On se réunit pour s'encourager mutuellement et inciter d'autres divorcés à ne plus avoir honte et à venir nous soutenir. Bien sûr, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise car dans la culture philippine, le divorce est tabou. How do you feel being the only man at this meeting? That is the problem. Every time we do the meeting, is always I'm alone. That is why. Fin février, les députés philippins ont voté le tout premier projet de loi légalisant le divorce. Mais son passage au Sénat ces prochains mois s'annonce plus compliqué. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.
Entre prise de conscience environnementale et engagement politique, les collections prêt-à-porter de l'hiver 2018 bousculent les codes. Chanel défile dans une nature reconstituée et s'engage à replanter des arbres par centaines. Stella McCartney y veut sauver le monde, tandis que la griffe Shiatzy Shen présente une collection imprégnée du mouvement MeToo. Chez Yuji Yamamoto, une collection inspirée du cubisme rend hommage à son ami Azzedine Alaya. La mode veut révolutionner le monde. Fashion Week de Paris, collection prêt-à-porter hiver 2018. Chanel a choisi de défiler dans une nature reconstituée sylvestre et automnale. La maison a coupé des arbres, elle s'est engagée à en replanter 100 fois plus. Et pour une fois, ce ne sont pas les parfums iconiques de la marque qui embaument l'air. On a une odeur de feuilles et de forêt, il y a quelque chose de très doux comme un cocon. On se sent bien là, hein, j'adore. Ça m'inspire beaucoup parce que je trouve que l'automne est la plus belle des saisons, la plus romantique, la plus mélancolique, la plus poétique. Depuis plus de 10 ans, Chanel défile au Grand Palais, mais celui-ci a besoin d'être rénové. Sur les 466 millions d'euros prévus pour les travaux, Chanel va en injecter 25. Paris, c'est la capitale de la création. Il faut que Paris soit fort pour que des marques comme Chanel soient fortes aussi. Donc plus que jamais, on investit. Mais on investit pour faire en sorte que nos collections trouvent un écrin encore plus fort et encore plus beau pour pouvoir montrer ces incroyables défilés. Chanel investit également massivement dans l'univers digital. Une sélection musicale en partenariat avec Apple, une alliance avec le site marchand Farfetch pour attirer un public de plus en plus jeune. Le digital est un moyen pour communiquer, c'est pas un moyen pour vendre, pour montrer nos produits, pour expliquer nos produits. Les produits ont besoin d'être touchés, ils ont besoin d'être appréciés, ils ont besoin d'être essayés. C'est la raison pour laquelle on protège vraiment ces boutiques. Pour que les vendeuses expliquent bien les particularités de la collection. La nouveauté de la petite veste noire qui s'est allongée jusqu'à presque mi-cuisse et avec le pantalon justement qui remonte un peu. Donc du coup c'est une nouvelle silhouette, c'est poétique, ouais. Et pour certains, nostalgique. J'adore l'automne. C'est une très belle saison et d'une certaine manière, ça me rappelle mon enfance. Car la maison où j'ai passé 8 ans de mon enfance, j'en suis parti quand j'avais 14-15 ans, était au centre d'une forêt. Il y avait des allées qui se dirigeaient vers la maison et elles ressemblaient à celle-ci. Mais en fait, je m'en suis rendu compte seulement plus tard. C'est très moi, mon goût, mon esprit. Mais je pense en même temps que c'est très Chanel. Couper des arbres, en replanter d'autres, comme le début d'une prise de conscience de la part d'une industrie qui est la seconde plus polluante de la planète. Stella McCartney, elle, se bat depuis 2001, depuis le début de la création de sa marque, pour une mode plus propre. Je veux nous sauver. Je veux sauver nos âmes. Je veux sauver les créatures qui habitent cette planète avec nous. C'est le futur de la mode. Stella McCartney est végétarienne. Elle ne travaille que des matières durables. La moitié de ses collections sont éco-responsables. Et bien sûr, ni cuir, ni fourrure. Quand j'ai vu cette fausse fourrure, je me suis dit oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour le coup, je me dis que c'est tellement réussi et ce qui prouve qu'on peut faire autrement. Au palais de Tokyo, la griffe taïwanaise Shiatzy Shen présente sa collection devant un parterre de stars. Outre la prise de conscience environnementale, l'autre sujet de discussion qui agite les premiers rangs est, bien sûr, le hashtag MeToo. Le mouvement a été long à venir. Mais pourquoi maintenant? Cela aurait dû être il y a très longtemps, parce que c'est tellement évident que ça dure depuis si longtemps. C'est tragique que les femmes, ou même pas seulement les femmes, mais même certains hommes, aient senti que personne ne les croirait, que rien ne serait fait pour eux. Donc c'est très important. Mais nous devons aussi protéger le mouvement afin qu'il ne soit pas trahi ou mal utilisé. La collection Shiatzy Shen se veut un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est un mélange de tradition avec un côté punk aussi. J'ai adoré les vestes matelassées, les blousons. Et ensuite, on a des jupes en dentelle. C'est une bonne combinaison. Les broderies, les motifs et les détails. J'ai adoré.
L'Asie est très présente pendant cette Fashion Week. La petite fille du fondateur du géant coréen Samsung vient d'investir dans la renaissance d'une maison de couture parisienne, Poiret. Il a été l'un des premiers à supprimer le corset en 1906, un pionnier de l'émancipation féminine. Une toute première collection exceptionnelle. Il y a une grande richesse d'ornementation, beaucoup de travail d'ennoblissement, jacquard, imprimé, la sérigraphie, du plissé. Mais à côté de ça, un extrême minimalisme de l'architecture du vêtement. C'était vraiment pas le but de faire une marque museum, mais plutôt vraiment de l'amener dans la réalité, de l'amener dans la rue et mélanger les genres. Pour conclure, tout en restant en Asie, intéressons-nous au cubisme du début 20e. Les cubistes, comme Picasso ou Braque, analysent leurs sujets, les décomposent, les réassemblent. Au final, c'est comme si l'on voyait le sujet à partir d'une multitude de points de vue. Yohji Yamamoto a également décliné dans sa collection un hommage à son ami Asdin Alaya. Il était un grand ami et un grand admirateur d'Asdin Alaya. Asdin adorait les femmes et Yohji, quand il fait des vêtements, il pense toujours à une femme. Contrairement à Asdin Alaya, Yohji Yamamoto n'aime pas les talons hauts. Ses mannequins défilent toujours à plat. Pour lui, les femmes ne sont pas sexy, elles sont troublantes. Yohji, c'est un séducteur. Yohji, maestro. La Fashion Week de Paris, où l'on voit que les canons de la beauté évoluent. Grazie. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.